Mardi 6 décembre 2022, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Tout Savoir Sûr. Nous abordons le dernier mois de l'année 2022 avec l'une des priorités du gouvernement, c'est-à-dire la question de l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, nous faisons un focus sur les questions d'apprentissage. C'est un pan important, vous le savez, d'un département ministériel. Et concrètement, de quoi s'agit-il? Quels sont les programmes qui ont été développés? Dans quel secteur? Quelles sont les cibles de ces programmes d'apprentissage? Apprentissage et insertion professionnelle en Côte d'Ivoire, c'est notre sujet du jour de ce Tout Savoir Sûr. Et c'est un honneur pour nous de recevoir monsieur le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bonjour monsieur le directeur, monsieur Tuyo Nangaluro, merci d'avoir accepté l'invitation du Centre d'information et de communication gouvernementale pour entretenir les journalistes ici présents, mais également tous ceux qui vous suivent depuis leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables. Je sais qu'il y a énormément de jeunes, je ne vais pas les faire attendre. Sans plus tarder donc, quand je vais inviter monsieur le directeur à bien vouloir se déplacer jusqu'à ce pupitre pour nous livrer déjà son propos liminaire et puis après, mesdames et messieurs, vous pourrez lui poser les questions. Merci. Merci Madame Kouassi. Mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, chers internautes, mesdames et messieurs. Avant tout propos, je voudrais remercier le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, au nom de M. Kofi Nguesson, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour cette lucarne. La plateforme d'échange Tout Savoir Sûr du CICG nous offre l'agréable opportunité de présenter les actions de promotion de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle des formés issus du système de formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Mon intervention va donc s'articuler autour de 4 axes majeurs, à savoir la situation générale de l'apprentissage. Et les 2 prochains points vont nous permettre donc de présenter donc le dispositif d'apprentissage et le dispositif d'insertion. Et puis nous allons donc terminer par les chantiers qui sont prévus pour l'année 2023. Au titre du contexte général, il faut dire que la Côte d'Ivoire fait face à des défis d'insertion socio-professionnelle qui lui imposent des actions urgentes. Et le premier défi concerne donc la valorisation du capital jeunesse. En effet, le dernier recensement de la population de l'habitat de 2022 montre que 76,6% des 29 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire a moins de 35 ans. Ce qui veut dire que plus de 3 Ivoiriens sur 4 sont concernés par la question de l'emploi et de la formation. Le deuxième défi est relatif à la satisfaction en compétences de l'économie nationale. Il ressort des statistiques du rapport national de la Banque mondiale que le taux de croissance est en hausse régulière d'environ 7% par an, avec une forte demande, de fortes perspectives pour les années à venir et une forte demande en main-d'œuvre qualifiée. Le troisième défi est relatif à la réduction de la menace sécuritaire. Il ressort que les défis sécuritaires de la Côte d'Ivoire sont en partie liés au chômage des jeunes. Et le dernier défi que nous avons pu relever, il s'agit de la réduction du chômage. À ce titre, il ressort que les demandes des primo-demandeurs, des primo-insertions concernent majoritairement les jeunes de 16 à 34 ans. Dans ce contexte, il a plu donc au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de créer un ministère dédié à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur l'apprentissage dans l'intitulé des ministères. C'est la preuve de la volonté des décideurs de le prioriser. La direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle est chargée, dans ce cadre, de l'insertion des apprenants en synergie avec le secteur productif. À cet effet, la DAIP a 2 missions principales.
Développer les formations par apprentissage et les formations qualifiantes pour faire acquérir aux populations les qualifications nécessaires à l'exercice d'un métier, quel que soit leur niveau d'études. Et la deuxième mission, il s'agit d'accompagner tous les formés de notre dispositif de formation dans leur parcours d'insertion professionnelle. Comment se présente donc le dispositif d'apprentissage en Côte d'Ivoire? Au regard de l'importance de ce nouveau mode de formation, vous me permettrez de m'étendre un peu plus sur ce dispositif. Pour approcher la formation professionnelle d'un grand nombre de personnes, quel qu'en soit le niveau et le niveau quel que soit le lieu de résidence, le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté le décret numéro 2019-118 du 6 février 2019 relatif à la formation professionnelle par apprentissage. Ce décret définit l'apprentissage comme un mode de formation fondé sur une alternance des séquences de formation de l'apprenti à raison de 75% du temps de formation en pratique obligatoire du métier dans une entreprise et 25% de formation complémentaire dans un centre de formation. L'apprentissage est donc un mode de formation professionnelle en situation de travail ou en partie intégré au dispositif de production. Il comprend deux parcours. Le premier parcours est celui qui est diplômant. Ce parcours est ouvert aux personnes âgées de 14 à 27 ans. Il est donc sanctionné par le certificat de qualification professionnelle, le CAP, ou le brevet des techniciens, le BT, ou le brevet des techniciens supérieurs, le BTS. Le deuxième parcours, qui est le plus utilisé d'ailleurs, est le parcours qualifiant. Il est ouvert à toute personne âgée d'au moins 14 ans. À ce niveau, je voudrais signaler qu'il n'y a pas, nous n'avons pas prévu de limite d'âge. Parce qu'à tout âge, on peut apprendre un métier et mieux s'insérer. Donc toutes ces personnes peuvent être scolarisées ou non. Il est sanctionné par un certificat de qualification professionnelle pour des formations qui n'excèdent pas 12 mois. L'apprentissage met donc en relation trois acteurs majeurs que sont l'apprenti, le centre de formation et l'entreprise. L'apprenti est donc la personne, l'apprenant, qui est lié à une entreprise par un contrat d'apprentissage et qui s'inscrit dans un centre de formation. L'entreprise est donc l'unité de production où se déroule la formation pratique des apprentis et qui est placée auprès d'un maître d'apprentissage. Le centre de formation est un établissement public ou privé et même un centre d'entreprise qui dispense la formation complémentaire théorique. Le recrutement se fait en trois grandes étapes. Une étape préparatoire qui concerne donc l'identification des besoins des entreprises à travers des prospections. Et la deuxième étape, qui est l'admissibilité, concerne les épreuves d'entretien de motivation ou des épreuves écrites selon le niveau de recrutement. Et la dernière étape consiste donc à l'admissibilité suite à une visite médicale. Des avantages sont prévus au profit des acteurs. Au profit des apprentis, l'apprenti reçoit une formation, un diplôme ou un certificat, et donc une qualification qui correspond aux besoins du secteur productif, ce qui facilite son insertion. Les périodes d'apprentissage sont comptabilisées comme des périodes d'expérience professionnelle pour l'apprenti dans son curriculum vitae. Et l'apprenti reçoit une rémunération minimale qui est arrimée au SMIC. Et donc, pour la première année, la rémunération de l'apprenti est de 30% du SMIC, ce qui revient à environ 20 000 francs. La deuxième année, c'est 50% du SMIC, ce qui revient à 30 000 francs. Et la troisième année, à 70% du SMIC, ce qui revient à environ 45 000 francs. Et pour les formations qualifiantes de courte durée n'excédant pas un mois, le SMIC, la rémunération est de 30%, est de 30 000 francs, c'est-à-dire 50%. Au profit des entreprises, l'apprenti contribue à la production de l'entreprise comme une main-d'œuvre additive. L'entreprise bénéficie d'avantages fiscaux définis par le Code général des impôts, à savoir que le contrat est exempté des formalités d'enregistrement et de timbre.
L'entreprise bénéficie donc d'une exonération d'impôt sur la prénumération de l'apprenti. Un crédit d'impôt est accordé aux entreprises. Ce crédit peut aller de 100 000 à 500 000 francs pour un contrat signé. Pour les établissements de formation professionnelle, l'établissement renforce à travers l'apprentissage sa relation avec le secteur productif, avec un portefeuille d'entreprises plus étoffé et bénéficie donc à cet effet de mise à niveau des plateaux techniques. Toutes les structures de formation par apprentissage seront donc accompagnées dans le management de ce type de formation. À ce jour, nous avons donc les 67 établissements publics, les 10 unités mobiles de formation, les 3 ateliers d'application et de production et plus de 500 structures privées de formation seront donc impliquées et accompagnées. Des structures sont spécialisées dans l'ingénierie de la formation par apprentissage, notamment l'AGFOP et l'IPNET pour l'élaboration des programmes, le renforcement des capacités des maîtres d'apprentissage et la mise en œuvre de certains projets de formation par apprentissage. De nouvelles structures de formation sont en cours de construction. Les centres de formation d'apprentis, qui sont les CFA, ce sont de nouvelles entités que nous sommes en train de construire, à Yopougon pour le premier centre, les garages écoles à Abobo, les champs écoles et les fermes écoles, les chantiers écoles, ce sont des dispositifs d'apprentissage. Quel est le bilan de cette activité en 2022? À ce jour, ce sont 6 000 jeunes qui sont recrutés, qui sont en formation dans 42 établissements. Cela signifie que ce sont 6 000 contrats d'apprentissage qui sont signés auprès de près de 2000 maîtres d'apprentissage dans près de 700 entreprises engagées. 50 sont en formation diplômante dans les métiers de la maintenance pour le brevet des techniciens dans 15 entreprises sur 3 ans. Et vous avez 150 jeunes qui ont été formés dans la zone nord dans le cadre de la lutte contre la fragilité avec l'AGFOP, 650 jeunes qui sont recrutés dans le cadre du projet avec la grande distribution. Vous avez 35 jeunes qui ont été formés dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, dans la conduite d'engins, la topographie. Et vous avez donc le démarrage de la construction du garage école d'Abobo. Toutes ces actions sont mises en œuvre dans le cadre de l'école de la deuxième chance avec le concours du secteur productif. Le dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des formés de l'enseignement technique, pour nous, chaque année, dans les établissements de formation professionnelle, ce sont près de 20 000 jeunes qui sortent de nos établissements de formation. Et à ce niveau, l'insertion professionnelle est capitale pour la direction de l'apprentissage. À cet effet, la direction accompagne les formés dans la recherche d'emploi, la promotion de l'entrepreneuriat et l'aide à l'auto-emploi. Et ces missions sont principalement dévolues au secrétaire exécutif aux relations formation-emploi dans nos établissements. Pour renforcer cet accompagnement local, des partenariats sont signés d'une part avec l'agence Emploi Jeunes afin de prioriser les diplômés de l'enseignement technique dans les programmes d'insertion et d'autre part avec des grands groupes industriels installés en Côte d'Ivoire. Afin de mesurer donc l'efficacité externe du dispositif de formation et ajuster nos curricula de formation, le ministère a mis en place un dispositif de suivi des formés pour produire annuellement les statistiques relatives à l'insertion. Et les dernières statistiques nous indiquent un taux de 32% pour les diplômés de 2020. Mais l'objectif du ministère est de doubler ce taux d'ici 2025, c'est-à-dire passer à au moins 65% de taux d'insertion. C'est pourquoi, à travers le programme de l'Académie des talents, le ministère met l'accent sur le partenariat directement avec les entreprises, notamment à travers la co-construction des parcours de formation et d'insertion, la mise en place d'un écosystème d'entreprises autour de chaque établissement de formation professionnelle et la signature de partenariats académiques avec des grandes institutions pour mettre aux normes internationales nos programmes de formation et les capacités de nos personnels d'encadrement. Ces actions concourent à faciliter l'insertion professionnelle de nos diplômés et à améliorer donc le taux d'insertion. Mesdames et messieurs, quels sont les chantiers qui sont prévus pour 2023? En 2023, le premier chantier sera l'intensification des formations dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Après donc une phase pilote en 2022, le ministère passera à échelle dès 2023. Ce programme, dont l'une des composantes est l'apprentissage, vise à former et à insérer à l'horizon 2030
1 million de jeunes sans emploi ou mal insérés, avec un objectif intermédiaire de 400 000 personnes dans le cadre du programme social du gouvernement dans sa phase 2, sur la période 2022-2024. Donc spécifiquement pour 2023, ce sont environ 100 000 bénéficiaires qui sont visés par les formations par apprentissage, par la valorisation des acquis de l'expérience et les mises en stage. Le deuxième chantier de l'année 2023 concerne le renforcement de l'appui à l'insertion et au suivi de nos diplômés. En 2022, le dispositif de suivi des formés a été renforcé avec l'appui de l'INS et du MCC à travers la mise aux normes des méthodes de collecte et de traitement de nos données. En 2023, ce dispositif sera opérationnel et sera capable de traiter un grand nombre d'effectifs de jeunes avec des meilleures qualités. Pour agir donc sur la qualité de la formation et favoriser en 2023 l'insertion des jeunes, le ministère va accélérer la mobilisation des entreprises autour des établissements de formation, la rénovation des programmes, l'amélioration de l'accompagnement des formés. Le partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique sera renforcé en 2023. Déjà en 2022, 12 guichets emploi ont été installés dans 12 établissements. Nous allons donc accélérer l'installation des guichets emploi dans les autres établissements. Enfin, mesdames et messieurs, comme on le voit, l'apprentissage est un dispositif majeur de formation-insertion en faveur des jeunes, des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire. Pour cela, le gouvernement a mis en place les bases de son déploiement sur toute l'étendue du territoire pour toutes les populations à tout âge, quel que soit leur niveau d'instruction et leur lieu d'habitation. Monsieur le ministre Kofi Nguessan a clairement défini sa vision. Il s'agit de repenser, revaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle pour soutenir le développement économique, socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Cette vision a été déclinée en 2 programmes majeurs, l'école de la deuxième chance et l'académie des talents. Pour tous ces programmes, il faut noter que l'entreprise est au cœur du processus pour faciliter l'insertion des formés. L'apprentissage donc s'inscrit dans le programme de l'école de la deuxième chance pour donner une seconde chance à tous les jeunes d'exercer un métier dans tous les secteurs d'activité pour faire éclore leurs talents et pouvoir donc bénéficier de la Côte d'Ivoire solidaire que nous bâtissons tous. Je voudrais donc terminer mes propos en vous donnant notre slogan. L'apprentissage, c'est travailler en apprenant, c'est apprendre en travaillant. Je voudrais vous remercier et vous prêter aux questions. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur, monsieur Thio Nangaloro. Je rappelle que vous êtes directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Mesdames et messieurs les journalistes, monsieur le directeur nous a livré son premier message, les informations qu'il avait à nous donner sur la thématique de ce jour. Je sais que vous avez des questions pour lui afin de renforcer certaines informations qu'il a données pour vos différents lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Donc, il se tient, comme il a dit, à votre disposition pour les questions que vous avez à lui soumettre. Sinon, peut-être que je ferai dans le sens inverse cette fois-ci. Aujourd'hui, je vais commencer par les questions des internautes qui, je voulais d'abord à l'entame de ce moment d'échange, remercier toutes ces personnes qui ont bien voulu nous transmettre leurs préoccupations, leurs besoins d'informations sur la thématique que nous avons retenue ce jour. Donc, monsieur le directeur, nous allons déjà vous envoyer les questions déjà sur ce que vous avez dit concernant les domaines et les secteurs. Nous avons enregistré énormément de questions concernant les domaines pris en compte par le dispositif d'apprentissage. C'est vrai que dans votre propos liminaire, vous en avez parlé, mais nous souhaiterions que vous puissiez revenir là-dessus. Et puis, il y a eu des questions spécifiques. Par exemple, à quand la deuxième vague du projet de recrutement et de formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics? Ça, je vais dire, c'est quelqu'un qui suit vos programmes, qui voudrait savoir la deuxième vague. Et puis, la troisième préoccupation, c'est comment intégrer le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion 2022-2023. Des questions spécifiques nous ont été adressées.
Je vais m'arrêter là et permettre à monsieur le directeur de bien vouloir revenir au pupitre pour prendre en charge ces questions. Et la seconde vague de questions sera en salle pour les journalistes. Merci. Je voudrais remercier tous ceux qui ont bien voulu nous transmettre les questions. Alors, les secteurs d'activité qui sont concernés par l'apprentissage, je dirais que c'est assez vague et c'est assez étend. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons fait 2 recrutements de 2000 jeunes. Et dans ce premier recrutement, la demande que nous avons reçue du secteur productif nous a relevé environ 56 métiers qui sont demandés par le secteur productif. Et lorsque nous avons lancé le recrutement, pour ces 2000 jeunes dans ces 56 métiers, nous avons pu recruter des jeunes dans 48 métiers. Donc certains métiers n'ont pas enregistré de candidats qui veulent apprendre, mais la demande est là. Donc 56 métiers pour 48 demandes satisfaites, vous voyez bien que ce sont tous les secteurs d'activité qui sont couverts. Et dans ce cadre, il y avait 10 établissements qui sont spécialisés chacun dans un secteur d'activité. Il y a le lycée hôtelier pour tous les métiers liés à l'hôtellerie et à la restauration. Donc ces métiers ont été largement couverts. C'est pratiquement 300 jeunes, 300 apprentis qui sont au lycée hôtelier. Quand vous prenez le lycée professionnel sectoriel de Yopougon, ce sont les métiers de l'industrie. Et donc là-bas, c'est autour de 200 jeunes qui ont été recrutés. Quand nous lançons le recrutement, il y avait 150 postes de disponibles. Et la suite des prospections, la forte demande a fait que nous avons demandé aux entreprises de faire un effort et nous avons pu passer à près de 200 jeunes qui ont été recrutés donc, dans une dizaine de métiers au niveau de cet établissement. Donc vous avez donc les métiers du bâtiment. Voilà, les métiers du bâtiment viennent en tête, suivi des métiers du secteur hôtelier et de la restauration. Vous avez les métiers de la mécanique, au niveau de la mécanique automobile. Les métiers de la construction, de la fabrication aussi sont des métiers qui sont très très prisés. Nous avons des métiers également dans le secteur de l'agriculture pour certains jeunes qui veulent faire le maraîcher, l'horticulture, etc., etc. Donc c'est un ensemble de métiers qui sont assez épais. Le deuxième recrutement a concerné 4000 jeunes et nous avons enregistré 85 métiers qui ont été demandés par le secteur productif. Et nous sommes en train de finir le recrutement et donc c'est que nous donnons une large panoplie de métiers qui sont sollicités. À quand la deuxième vague de recrutement pour les formations au BTP, sur la volonté du ministre, nous avons donc voulu laisser passer les fêtes de fin d'année. Et donc le deuxième recrutement va démarrer donc à partir du mois de janvier-février. Et les formations sont prévues pour démarrer en mars 2023. Voilà. Comment intégrer le programme national des stages et de reconversion. C'est un programme qui a été lancé par M. le Premier ministre et donc il concerne donc toute la jeunesse ivoirienne. Et donc le ministère est donc concerné par l'ensemble des composantes de ce programme, l'apprentissage, la reconversion, l'insertion professionnelle. Et donc nos bénéficiaires sont aussi pris en compte, spécialement tous ceux qui sont formés dans nos établissements de formation professionnelle sont donc intégrés dans ce processus. Donc, s'il est informé de la formation professionnelle qui se rapproche de nous, il sera pris en compte dans ce programme. S'il a été formé au niveau d'un autre ordre d'enseignement, qu'il se rapproche de l'agence emploi jeune, il sera intégré. Voilà ce que je pourrais dire pour ces premières questions. Merci, monsieur le directeur, pour ces réponses. Mesdames et messieurs les journalistes, le micro est de votre côté pour vos questions pour cette série. Okay. Je suis Benjamin Soro de l'agence ivoirienne de presse. Monsieur le directeur, vous venez de relever qu'il y a un taux d'insertion de 32%. Je voulais savoir, c'est quoi, c'est dans quel genre c'est des métiers formels ou informels? Est-ce que c'est un emploi stable? Voilà, c'est ce que je vais demander. Deuxième préoccupation concernant les métiers de la distribution. Bon, on sait que la première vague est finie. Est-ce qu'au niveau des grandes surfaces,
ces personnes formées ont vraiment eu gain de cause. Est-ce qu'elles ont pu s'insérer? Son voisin, juste l'absence, juste devant lui. Okay. Monsieur le directeur, bonjour. Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour. La deuxième vague, en ce qui concerne le recrutement, c'est dès janvier 2023. La rentrée, la formation est prévue pour mars 2023. Comment on fait pour s'inscrire, pour être recruté, et puis on paye combien? On va s'arrêter là pour cette série et permettre à monsieur le directeur de prendre en charge ces questions. Ok. Concernant le taux d'insertion, il faut dire que ce taux est calculé 9 mois après la sortie des diplômés. Il prend en compte donc les questions, quand vous regardez bien le calcul du taux d'insertion, il prend en compte les questions d'identification du secteur formel, du secteur informel. Donc il y a des questions qui sont relatives à ces questions. Mais nous faisons un calcul du taux d'insertion à travers les mécanismes d'accès au milieu professionnel. Quelqu'un qui a fini sa formation, pour être en milieu professionnel, il signe soit un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, où il est en stage pré-emploi, où il est installé à son propre compte. Le reste des désagrégations dépendent donc des besoins de chaque milieu. Pour nous, quelqu'un qui est inséré dans le milieu productif à travers ces mécanismes, nous le considérons comme inséré. C'est ce qui est défini dans les dispositifs d'insertion. Maintenant, quant à la mesure de la vulnérabilité, de la pérennisation de cet emploi, nous pensons qu'il y a des ministères plus appropriés pour approfondir la question. Parce que pour nous, il s'agit de mesurer l'efficacité externe de notre système de formation. Comment est-ce qu'on rentre dans les mécanismes? Les formations qui sont données, est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Donc mesurer l'adéquation formation-emploi et tous les autres éléments qui concernent donc l'efficacité de notre système de formation. Donc maintenant, les réalités du marché du travail, ce sont des questions qui sont beaucoup gérées par des ministères techniques vraiment dédiés à ces questions. Mais pour ces métiers, pour ces jeunes qui sont insérés pour les 32%, comme je dis, c'était en 2020. Et aujourd'hui, nous avons travaillé à améliorer ce mécanisme. Nous avons travaillé à améliorer beaucoup d'aspects sur l'accompagnement, le dispositif de suivi des formés. Et aujourd'hui, nous avons des taux plus élevés. Comme je l'ai dit dans les propos liminaires, ce dispositif a été renforcé. Et donc, à partir de 2023, vous allez voir que nous avons commencé à sortir les statistiques encore plus fiables et plus approfondies pour prendre en compte les questions que vous venez de poser. C'est ce que je peux vous dire. Pour les formés de la grande distribution, sont-ils insérés? Je voudrais vous dire que ce projet de formation de la grande distribution est un projet qui a été suscité par le secteur productif. Donc c'est le consortium des entreprises de la grande distribution qui sont venus vers le ministère, qui ont demandé à ce qu'on crée des parcours de formation pour tous ceux qui exercent dans les métiers de la grande distribution. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a connu l'arrivée des grands groupes de distribution en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Carrefour, sans faire de publicité. Voilà, il y a toutes ces enseignes de la grande distribution qui sont venues. Et donc nous avons donc coélaboré tout le parcours de formation avec eux. Ils nous ont exprimé leurs besoins. Et donc il y a une première vague de 149 jeunes qui ont été formés. Leur cérémonie de graduation va se faire à partir du week-end prochain. Et donc les promesses de recrutement sont déjà garanties pour ces 150 jeunes. La deuxième vague de recrutement a eu lieu et vous avez 500 jeunes. Au lieu de 350 qui étaient prévus, nous avons recruté 500 jeunes. Et la demande est assez forte. Aujourd'hui, il est question d'aller à l'intérieur avec ces recrutements pour couvrir les grandes enseignes de l'intérieur. Donc ce sont des métiers qui sont garantis. Ils sont vraiment garantis. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. La dernière question, le journaliste, je ne l'ai pas bien noté. Le coût de la formation. Comment on fait pour intégrer vos, vos différents programmes? Voilà, et le coût de la formation. Et le coût de la formation. Il faut dire que déjà la formation, elle est entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire. L'objectif derrière pour ces formations, bien évidemment, dans le cadre de l'école de la deuxième chance, c'est de donner une deuxième chance d'insertion réelle
à des jeunes Ivoiriens qui étaient, je dirais, pratiquement perdus. Parce que si vous voyez un peu ces jeunes que nous avons recrutés, il y en a qui disent « je n'avais plus d'espoir ». Et cette deuxième chance leur a donné l'espoir. Et ils ont été formés à un métier. Et avant que la formation ne commence, le bouclage a été fait avec le club Abidjan-Ville durable. C'est un ensemble de 75 entreprises qui sont réunies, entreprises françaises, et avec lesquelles des contrats d'embauche ont été déjà définis pour eux. Donc ces 35 jeunes ont un emploi sûr. Donc ce qui fait que le recrutement a été fait sur une plateforme, notre plateforme d'inscription. Vous vous inscrivez et il y a un processus d'entretien de motivation, une deuxième étape d'entretien avec les entreprises qui recrutent et une visite médicale. Parce que les métiers qui étaient concernés sont des métiers d'exécution directe, conduite d'engins, topographie. Donc ce sont des métiers au cœur de l'activité. Et donc ces jeunes ont été formés. Donc les inscriptions sont totalement gratuites. Complètement gratuites. La formation est totalement gratuite. Donc l'objectif, le deuxième objectif pour terminer, il s'agit de faire de ces jeunes qui vont être formés des formateurs dans nos établissements de formation professionnelle. Vous voyez, donc l'avantage est que l'État dépense pour former des jeunes, leur donner une nouvelle chance d'insertion réelle, mais en même temps profite pour en faire des formateurs pour les futures générations dans son dispositif. C'est un élément très important que je voulais relever. Merci, monsieur le directeur. Deux questions d'internautes. Une qui rebondit sur une information que vous avez donnée tout à l'heure concernant les demandes. Vous aviez dit tout à l'heure que dans le travail que vous avez fait, il y a eu 56 demandes exprimées par le secteur et 48 demandes ont été satisfaites. Donc l'internaute nous demande, est-ce qu'il y a possibilité de revenir sur les demandes qui n'ont pas été satisfaites? Peut-être que c'est parce que la majorité n'avait pas l'information. Donc c'était ça. Et puis la deuxième préoccupation, c'est concernant le lien entre justement votre département et le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Il y a l'insertion professionnelle de votre côté et l'insertion professionnelle de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une passerelle entre vos deux structures? C'est les deux questions d'internautes. Pour la prochaine, nous reviendrons en salle pour ce que vous avez, mesdames et messieurs les journalistes. Je vous dis. Ok. Merci beaucoup, Mme Kwasi. Si la demande peut être satisfaite, oui, nous avons relancé ces demandes insatisfaites dans le cadre du deuxième recrutement qui a vu le recrutement de 4000 jeunes. Et donc, certainement, ces demandes ont été satisfaites. Mais il faut dire aussi que cette insatisfaction est diversement interprétée. Voilà. Dans les localités où, selon les saisons, parce que ce sont des formations de courte durée de 8 mois. Donc, selon les saisons, vous avez un certain nombre de jeunes, un certain nombre de métiers qui ne sont pas prisés aussi par les jeunes. Donc c'est aussi quelque chose, une chose sur laquelle nous voulons interpeller la jeunesse. Vous avez des programmes qui sont montés par le gouvernement et qui sont mis à votre disposition. Il est important de se former. Les activités passagères qui ne vous permettent pas d'avoir une insertion durable vont toujours être là. Mais quand il y a des programmes, des opportunités de ce genre, il faut les saisir. Certains jeunes sont venus s'inscrire et après ont abandonné parce qu'ils sont allés faire d'autres activités. Et donc, nous pensons que nous devons lancer un appel à ces jeunes pour ces activités, pour ce type. Mais la satisfaction de ces demandes, comme je l'ai dit, vous avez aussi des métiers où nous avons eu des inscriptions très, très excellentes. Ils avaient, dans un établissement au CBCG, vous avez un métier dans lequel il y avait 60 places disponibles, mais nous avons eu 400 inscrits. Et quel secteur? Donc, je crois que c'est le métier de déclarant en douane. Okay. Voilà. Vous voyez, dès qu'on a dit la douane, ça attire, mais il y a d'autres secteurs qui n'attirent pas. Pourtant, ce sont des secteurs porteurs. Donc je pense que nos jeunes doivent regarder l'ensemble des secteurs et pouvoir s'inscrire pour faire ce type de formation. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Mais l'objectif de l'école de la deuxième chance, c'est de ne pas laisser quelqu'un pour compte.
le recrutement que nous faisons, les effectifs que nous recrutons sont sur la base de la demande, de la période. Donc pour une période, vous avez les entreprises ont besoin de telles compétences pour renforcer leur dispositif. Mais d'une période à une autre, les entreprises demandent encore d'autres compétences complémentaires. Donc tous ceux qui sont inscrits dans nos bases de données, donc sous instruction de M. le ministre, il a été dit que personne ne doit rester pour compte. Donc nous allons tout faire pour pouvoir les rappeler au fur et à mesure dans nos vagues de recrutement qui vont venir. Le lien entre le ministère de la promotion de la jeunesse et le ministère de l'enseignement technique, il faut dire que les deux ministères travaillent en synergie. On forme pour insérer. On s'insère après une formation. Donc les deux ministères travaillent en synergie. De façon pratique, les deux ministères tiennent des réunions interministérielles pour travailler sur les questions de formation et d'insertion. Donc il y a des comités interministériels qui sont établis et les deux ministères travaillent. La direction de l'apprentissage et de l'insertion et l'agence emploi jeunes, qui sont les structures opérationnelles, ont signé une convention dans laquelle ils travaillent en synergie sur l'ensemble des questions d'insertion qui sont liées pour le ministère, liées à tous ceux qui sont formés dans ces établissements, donc tous ceux qui sont formés dans nos établissements de formation professionnelle, que ce soit les formations diplômantes ou les formations qualifiantes ou les formations par apprentissage, qui sortent du système de formation professionnelle. Nous travaillons donc avec l'agence emploi jeunes pour leur prise en compte dans les différents programmes. C'est un élément qui est vraiment important. Et nous, je l'ai dit dans les propos liminaires, notre collaboration va un peu s'accélérer en 2023, puisque nous sommes en train d'installer au fur et à mesure des guichets emploi dans nos établissements. Donc pour rapprocher nos services, pour pouvoir donner accès à l'insertion à tous les jeunes. Donc aujourd'hui, la question de l'insertion, les deux ministères travaillent ensemble pour pouvoir favoriser cette insertion. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, monsieur le directeur. Retour en salle. Question de journaliste. Le micro est disponible. Qui prend le micro? En attendant que quelqu'un se décide, une question spécifique, il y a un internaute qui demande est-ce qu'il y a des formations de courte durée dans le secteur de l'agriculture? Donc ça, je dis que la plupart des questions que nous avons enregistrées sont des questions très très spécifiques. Besoin de savoir. Et puis une autre question, pourquoi de nombreux élèves se retrouvent dans l'enseignement général alors qu'ils sont orientés dans l'enseignement technique? Une question aussi spécifique, peut-être que c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le secteur. Et puis, pour terminer, toujours question d'internaute, pourquoi ne pas orienter les élèves dès la classe de 6e dans l'enseignement technique, la formation professionnelle? Monsieur le directeur, j'en ai terminé avec les questions d'internaute. S'il y a une question de journaliste, on finira tout à l'heure avec ces questions-là. Le temps pour monsieur le directeur d'adresser ces questions. Ok. Merci, Mme Kwasi. Alors, il y a effectivement des formations dans le secteur de l'agriculture, pour la première question. Quand vous prenez l'ensemble des métiers que nous avons lancés dans le secteur de l'agriculture, vous avez tout un ensemble de besoins, notamment en culture maraîchère, les métiers liés à l'EVA, les métiers qui sont pratiquement... les métiers liés à l'EVA, aux cultures maraîchères, à l'horticulture, à l'apiculture, les différents types d'élevage qui sont... Nous avons été fort surpris de découvrir qu'il y a assez de petites et moyennes entreprises qui sont installées dans le domaine de l'agriculture, en élevage, en pisciculture, en évéiculture, etc., etc. Et donc, ces métiers sont de plus en plus demandés. Et donc, vous allez retrouver ces secteurs-là dans nos recrutements. Pourquoi beaucoup d'élèves se retrouvent à l'enseignement général alors qu'ils sont orientés à l'enseignement professionnel? Je pense que cela dénote d'un regard qui est porté sur la formation professionnelle, un mauvais regard que je peux dire, celui de penser que on vient à l'enseignement technique lorsqu'on a échoué. Et généralement, la difficulté vient des parents eux-mêmes, malheureusement. Certains parents, malheureusement, encouragent leurs enfants à repartir dans l'enseignement général. Je voudrais dire qu'il faut que nos parents et toute la jeunesse ivoirienne comprennent que
le développement d'un pays, comme le dit le Premier ministre, le développement d'un pays repose sur les compétences. Et la compétence s'acquiert dans la formation. Et dans cette formation, pour l'acquérir, il faut faire un établissement de formation professionnelle. Pour exercer un métier, il faut être formé. Que vous sachiez lire ou pas, vous allez exercer un métier. Mais pour exercer ce métier, il faut être formé. Et pour être formé, il faut passer par la formation professionnelle pour être bien formé et mieux structurer son activité pour pouvoir réussir. Et donc je voudrais dire aux parents d'encourager les jeunes à embrasser la formation professionnelle dès le bas âge. Parce que c'est par là qu'ils vont faire éclore leur talent. Ils vont développer les talents et vivre leur passion. Le métier, quand vous l'aimez, quand vous l'exercez, vous êtes toujours heureux. Mais si quand on force les enfants à faire des métiers qu'ils n'aiment pas, à faire des formations qu'ils n'aiment pas, aujourd'hui on se retrouve dans des difficultés. Donc je souhaite qu'on puisse travailler. Une société s'est bâtie, une entreprise s'est bâtie, une économie s'est bâtie avec des manœuvres, des ouvriers, des techniciens supérieurs et des cadres supérieurs. Mais dans la chaîne d'activité, vous allez vous rendre compte que, à part les cadres supérieurs sont un grand nombre, un nombre limité, mais le groupe des techniciens supérieurs sont eux qui sont à l'œuvre. Et c'est ce qui bâtit la Côte d'Ivoire. Et je suis heureux de voir que sur les grands chantiers de l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous retrouvez beaucoup de jeunes Ivoiriens. Et chaque jeune est fier de passer sur un pont sur lequel il a contribué à construire. Et je pense que ce sont cette fibre nationale que nous devons développer et à travers le programme d'apprentissage que nous sommes en train de développer. Et donc, avec monsieur le ministre, nous sommes en train de bâtir un système de formation professionnelle très attractif, qui sera un espace d'épanouissement pour tous les jeunes. Essayez de voir tous les programmes qui sont engagés aujourd'hui. La réhabilitation des établissements, les formations qui sont bouclées avec le secteur productif pour l'insertion directe. Je pourrais appeler des formations insertion ou des formations recrutement, parce que quand vous rentrez dans la formation, vous êtes censé déjà recruter. Donc ce sont des éléments qui donnent du concret. C'est du concret, c'est des métiers concrets qui sont exercés. C'est de l'emploi réel. Et donc, laissez les enfants qui viennent à l'enseignement technique apprendre le métier et développer leur talent. Pourquoi ne pas orienter à partir de la classe de 6e? Je voudrais dire que ce dispositif existe déjà. Cette passerelle a été déjà conçue. Elle va aller en ampleur à partir de 2023 avec ce qu'on appelle les prépas CAP. Les prépas CAP, ce sont des formations de 2 ans qui sont ouvertes à tous les jeunes, tous les enfants, dès la classe de CM2, âgés d'au moins 12 ans. Et donc, ils vont être recrutés donc, pour faire 2 années de découverte du métier. Et au bout de 2 années, ils pourront choisir leur métier à exercer et pouvoir passer en année de préparation du réel du CAP ou pouvoir, s'ils le veulent aussi, repartir à l'enseignement général. Mais ce qui est important, après avoir découvert le métier, ils pourront choisir librement leur métier et pouvoir le faire. Donc voici un peu ce que je peux vous dire sur le dispositif existant. Merci, monsieur le directeur. On va dire que ce sera la dernière séance. On prendra 2 intervenants. Une question par intervenant, s'il vous plaît. Merci. Non, je m'excuse, je me pose 2 questions, s'il vous plaît. Merci, okay, monsieur on le va directeur. y aller, ça va. Je suis Kwame Yao, journaliste au quotidien L'Inter. En fait, dans votre intervention, vous avez parlé des entreprises. Et puis vous avez dit que chaque entreprise bénéficie d'une exonération fiscale. Oui. Je veux savoir quelles sont les conditions pour les entreprises pour pouvoir participer à ce dispositif. Ça, c'est ma première question. Et la seconde, vous avez parlé aussi des écoles, des écoles de la deuxième chance, notamment du champ école, notamment du garage école. Et puis récemment, il y a aussi 35 ans. Il y a certaines personnes qui ont bénéficié d'une bourse en France, je me souviens très bien. Comment est-ce que ça s'est passé là-bas? J'aimerais que vous reveniez aussi sur le programme aussi, l'école de la deuxième chance. J'aimerais que vous faites un peu un zoom là-dessus. Merci, monsieur le directeur. Merci, très cher. Et puis,
Nous allons terminer. Cette fois-ci, ce sera la fin avec monsieur devant ici. Il a 2 préoccupations là-bas. On va voir combien de préoccupations il a. Oui. Bonjour, Malawa Bertin du quotidien Le Patriote. Vous avez parlé de réhabilitation des établissements techniques et professionnels. Mais vous n'avez pas parlé de tout ce qui est équipement, parce que dans certaines écoles techniques, ces matériels sont dépassés, des moteurs de voitures qui sont vraiment très dépassés, alors qu'aujourd'hui, il y a la dernière génération de mécanique que nous découvrons. Que faites-vous? Merci. Et donc, ce sera tout pour les questions cet après-midi. Monsieur le directeur. Merci beaucoup pour ces pertinentes questions. Il faut dire que pour les questions des exonérations, qui sont des avantages accordés aux entreprises pour la signature d'un contrat, ces exonérations sont prévues dans le code fiscal. Et donc, toutes les entreprises qui signent un contrat d'apprentissage ou un contrat de stage ou un contrat d'embauche, donc les avantages sont prévus dans l'annexe fiscale. Et donc, les conditions pour bénéficier de ces avantages sont également définies dans l'annexe fiscale. Il s'agit donc de déclarer, de signer le contrat effectivement, de le déclarer au niveau des services des impôts. Et ensuite, il y a un certain nombre de documents qui vous sont demandés sur votre régularité fiscale, ainsi de suite, tout un ensemble de documents. Et ces déclarations se font à partir du mois d'avril de chaque année. Voilà. Et donc les entreprises sont libres donc de s'approcher des services avec les contrats des personnes avec lesquelles ils ont signé ces contrats. Ce que je peux vous dire, pour l'apprentissage spécifiquement, ce sont des avantages que nous sommes en train de communiquer là-dessus. Il faut reconnaître que beaucoup d'entreprises ne sont pas informées de ces avantages. Et la question nous est revenue chaque fois. Et donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère en charge du budget et donc du portefeuille de l'État pour que ces activités puissent être facilitées au niveau Alors, au niveau des infrastructures d'apprentissage qui sont les garages écoles, il faut dire que le garage école, le premier que nous sommes en train de construire, sera logé à Abobo. Il a été déjà inauguré. La première pierre a été déjà posée par M. le Premier ministre à Abobo. Ce garage a 2 vocations. La première vocation, c'est de former les maîtres garagistes, les maîtres mécaniciens. Ce sont ceux qui sont destinés à accueillir nos apprenants, ceux qui sont destinés à travailler sur nos engins. Donc, ce garage sera très bien équipé avec des salles de cours, des simulateurs et des moteurs de dernière génération. Cela permet de rebondir sur la question du dernier intervenant. Le Patriote. Voilà. Donc, pour dire que toutes nos réhabilitations s'accompagnent d'un rééquipement. Donc, pour le garage école, donc, les maîtres apprentissage seront, les maîtres mécaniciens seront formés donc, sur ces équipements. Et donc, les apprentis également qui viennent de recruter pour faire, donc, pour apprendre la mécanique et tout ce qu'il y a comme service annexe. Vous avez les services liés à la petite maintenance, la création des quick services, vous voyez, tout cet ensemble de services liés à la maintenance des véhicules, aujourd'hui, vont être déployés dans ce dispositif pour donner une qualité meilleure de formation à tous ces jeunes. Et ce centre aussi va fonctionner comme un centre d'incubateur pour tous ces jeunes qui veulent créer leur garage après leur formation, avec tous les services modèles. Donc c'est un élément important. Pour les champs, aujourd'hui, les champs ont pour vocation d'être équipés et d'être animés par des acteurs qui sont très expérimentés. Et l'objectif, c'est de réduire la pénibilité liée aux travaux agricoles. Donc, dans ces champs, vous aurez donc des équipements que nous allons acquérir et mettre à la disposition de ces espaces pour la formation des populations, de telle sorte à améliorer la productivité sur des petites parcelles. Vous voyez, cette expérimentation existe déjà. Au lieu de prendre des grandes parcelles pour faire des petites productions, sur une parcelle d'1 hectare, quand la technologie adéquate est mise en place, vous avez 10 à 20 fois la production que pour 5 hectares. Et donc, ce sont ces techniques que nous allons beaucoup développer dans les champs écoles, les fermes écoles également, de façon dans la proximité avec les populations.
Donc c'est ça l'objectif que nous visons avec ces activités. La formation que nous avons voulu développer dans le cadre des métiers du BTP, nous avons mis une composante mobilité dans cette formation. Parce que les métiers qui étaient demandés par ces entreprises sont des métiers sur des équipements lourds. La conduite de pelles hydrauliques, la conduite et les aides topographes pour des chantiers écoles assez importants. Il y a tout un ensemble d'équipements que nous voulons que nos apprenants sachent utiliser. Donc la formation a été séquencée en 3 phases. Quand les jeunes ont été recrutés, ils ont fait une première semaine d'immersion dans les entreprises d'accueil. Ils ont découvert ce à quoi ils s'attendent. Et après, ils ont été envoyés à Égletons pour faire 2 niveaux de formation. Le premier niveau, c'est la maîtrise des simulateurs. Voilà, ce sont des simulateurs de conduite. Et donc, une fois qu'ils savent maîtriser ces simulateurs, ils vont maintenant en situation réelle sur des plateformes d'apprentissage où ils conduisent réellement les engins, où ils font des fondations. Et donc, c'est ce niveau de qualification qui nous a conduit à intégrer dans ce programme la mobilité. Mais l'autre aspect le plus important, c'est que nous voulons faire d'eux des formateurs dans nos établissements. Et donc cette expérience de la mobilité, de voir ce qui se passe de mieux ailleurs, est un élément important pour aider nos jeunes à voir un peu plus grand et à être beaucoup plus orientés. Donc ce sont les avantages que nous pouvons citer sur ce programme. Pour l'école de la deuxième chance, vous me demandez de faire un zoom. Il faut dire que l'école de la deuxième chance, pour nous, c'est un programme. Et ce programme vise à donner une deuxième chance d'insertion socio-professionnelle à des personnes qui sont aujourd'hui âgées d'au moins 16 ans, qui sont soit hors du système scolaire, parce qu'ils ont abandonné, ou bien n'ont pas pu poursuivre les études. Il y avait aussi des personnes qui ont fait des formations et qui parlaient des emplois vulnérables, qui sont mal insérés. Vous avez ce groupe de personnes qui sont des diplômés, mais avec ces diplômes, ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Alors, dans le programme de la deuxième chance, on leur donne des possibilités de réqualification ou de reconversion. Changer de métier, on fait de reconversion. Rester dans son métier et pouvoir être plus performant et aller à un niveau supérieur, on fait de la réqualification. Donc, tous ces aspects sont mis en œuvre dans des projets qu'on appelle des projets de formation-insertion. Et le projet de la grande distribution en est un modèle. Le projet avec Égletons est un modèle. Chaque projet de formation-insertion est discuté d'abord avec les entreprises. Donc, un certain nombre d'entreprises expriment leurs besoins. Ces besoins sont mis ensemble. On regarde dans ces besoins quels sont les profils qui existent déjà dans notre système de formation. On fait un renforcement des capacités, on met à leur disposition. Mais quand le profil n'existe pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de profils qui n'existent pas, on met donc un montage pour créer le parcours de formation et délivrer un certificat de qualification professionnelle. Donc, l'école de la deuxième chance, c'est vraiment ces programmes de formation-insertion montés ensemble avec les entreprises où le parcours de formation est garanti. Le parcours d'insertion également est garanti. Vous savez où il est suscité par les entreprises, la formation est co-construite avec les entreprises, les programmes sont élaborés ensemble, les formations sont mises en œuvre, les enseignements sont faits ensemble avec les entreprises et un élément qui est vraiment important, c'est donc la garantie d'insertion. Ce qui veut dire qu'on ne forme plus pour former, on forme parce qu'on sait que les jeunes que nous allons former, la vague que nous recrutons, il y a donc ces jeunes qui vont être embauchés dans telle entreprise. Donc ces projets sont bouclés entre des entreprises et des structures de formation. C'est vraiment l'élément clé que nous montons. Vous voyez? Dans un projet de l'école de la deuxième chance, c'est l'aspect le plus important que nous voulons dire. Vous avez donc un ensemble de mécanismes qui sont mis en œuvre. Et donc, je pense avoir répondu à la question sur les réhabilitations, les rééquipements. C'est un élément vraiment important. L'école de la deuxième chance, c'est vraiment une réalité. C'est des projets concrets et je pense que nous encourageons les jeunes à s'y intéresser.
Merci, monsieur le directeur. Nous avons terminé avec les questions-réponses pour cet après-midi. Vous avez encore le micro de tout ce que vous avez dit, le message, votre message de fin pour tout savoir sur l'apprentissage et l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Ok. Je voudrais dire merci beaucoup pour l'opportunité qui est donnée au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de s'exprimer sur une question qui est importante. Vous me permettrez de prendre mes notes juste une minute. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, sur instruction de monsieur le ministre, nous avons pour mission de lancer un appel à l'endroit de la jeunesse. Il s'agit de comprendre que tous les processus de formation et d'insertion sont conduits ensemble entre l'école et l'entreprise dans une collaboration très étroite. Il s'agit de former les citoyens dans le métier et aider ce citoyen à intégrer le milieu productif. Donc, monsieur le ministre, je voudrais donc remercier toutes les entreprises qui sont déjà engagées avec nous. Le patronat, les chambres consulaires et particulièrement les branches professionnelles qui nous accompagnent dans l'activité. Nous invitons l'ensemble de ces entreprises, celles qui ont encore un besoin de formation, à se rapprocher du ministère pour que nous puissions co-construire les parcours de formation pour leurs travailleurs. Aux jeunes, femmes et hommes sans distinction, qui nous écoutent et qui aspirent à faire une formation pratique et pour s'insérer durablement, qu'ils sachent que l'apprentissage a fait ses preuves dans l'ensemble des pays développés, notamment en Allemagne et en Suisse. Il constitue le principal mode de formation. Ces taux d'insertion sont les plus élevés au monde, avec plus de 60% d'apprentis qui sont embauchés dans les entreprises d'accueil après leur formation. En Côte d'Ivoire, sur les instructions du président de la République, tout est mis en œuvre à travers le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour déployer ce dispositif de formation sur l'ensemble du territoire national. Ils sont donc encouragés, les jeunes, à s'inscrire sur la plateforme www.daep.ci au fur et à mesure que nous allons lancer les vagues de recrutement successifs. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots-là que je voudrais vous dire merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Chers internautes, mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons aujourd'hui pour cet autre numéro de Tout savoir sûr qui a été consacré aujourd'hui à l'apprentissage et à l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Et c'était un honneur pour nous de recevoir M. Thio Nangaluro. Il est le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous voulons également dire merci à l'ensemble de l'équipe du ministère qui nous a aidés à préparer ce numéro. À vous, mesdames et messieurs les journalistes, merci encore pour la collaboration. Merci, mesdames et messieurs. Rendez-vous certainement le mardi prochain. Dieu nous garde.